Bienvenue à cette dernière édition de Actu et Débat de cette année 2024 qui reçoit pour vous Julien Ketty, consultant média. Jules, bonsoir. Bonsoir Brice Bilaïtedi, bonsoir Patrice Bedia et bonsoir à mon ami Bob, c'est ça, hein? D'accord, merci beaucoup. Job, voilà, toutes mes excuses. Vous serez avec Nicolas Sopetin, journaliste. Nicolas, merci de prendre le rendez-vous, merci de répondre présent à ce rendez-vous de Actu et Débat. Bonsoir Brice Bilaïtedi, bonsoir aux amis auditeurs. C'est un plaisir de partager ces moments avec les Cotonois et Cotonoises jusqu'à la fin de cette année où nous rentrons dans une nouvelle année où déjà il faut souhaiter les meilleurs vœux à nos amis, à nos chers compatriotes. Mesdames, Messieurs, merci de vous installer. Plusieurs sujets au compteur de Actu et Débat ce soir. À tout de suite. Eh bien, nous démarrons par une actualité maison. Développement local au Bénin, bilan 2024 de l'ANCB et perspective. C'est la thématique abordée ce dimanche sur l'émission Franc-Parler de Radio Cotonou. Benjamin Honoré Naoum a reçu dans ce numéro de Franc-Parler Franck Danoumé, responsable à la communication à l'ANCB, et Eric Vignilé-Tindo, point focal coopération décentralisée à la fêtière des communes du Bénin. Justement, le point focal coopération décentralisée donne ici des précisions sur les activités de la LCB dans le domaine de la coopération décentralisée au cours de l'année 2024. Le président de la NCB, il a souhaité que la fêtière soit un peu plus efficace en rendant des services aux communes. Et c'est de là qu'il a commencé par mobiliser les partenaires pour la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Cette année, notre partenariat avec le consulat du Bénin à Naples nous a permis, d'abord dans un premier temps, le président a organisé une table ronde en Italie pour mobiliser les partenaires qui ont accepté de financer un certain nombre d'infrastructures dans les communes. C'est des infrastructures scolaires, c'est des modules de 3 classes avec bureaux et magasins, c'est des infrastructures d'eau potable dans les communes. Et donc, on a déjà inauguré dans la commune de Zé, précisément à l'école primaire publique de Amoussène-Tomé, un module de 3 classes avec bureau et magasin cette année. Grâce à cette coopération, il en a également inauguré à l'école primaire publique de Derogaro, dans l'arrondissement de Banikwara, dans la commune de Banikwara. Il en a inauguré à Nanteri, à l'école primaire publique de Nanteri, c'est dans la commune de Djougou, dans l'arrondissement de Korokone. Il en a inauguré à l'école primaire publique de Aïmevo, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément dans l'arrondissement de Godomé. Et ces modules de classe sont actuellement en construction. Ils ont terminé, on attend que l'inauguration à Kové, à Tiémé, à Ifani. Il faut dire que nous sommes partis de réaliser, grâce à cette table ronde-là, un module de 3 classes avec bureau et magasin, forcément dans une commune d'un département. Quand nous prenons un département, tous les départements doivent être impactés. Et les 12 départements ont été ciblés, donc une commune par département. Voilà, Eric Tindo sur Franc-Parler de ce dimanche. Honoré Benjamin Naoum l'a reçu pour vous. Hein. Vous l'avez suivi, Julien Ketty. Ma première question s'adresse à vous. Infrastructure d'eau potable, salle de classe, etc. etc. Beaucoup de réalisations à l'actif de la NCB en 2024. Oui, beaucoup de réalisations à l'actif de la NCB, mais également beaucoup de tact et d'esprit d'équipe dans le management de la NCB. Vous voyez, avant d'être président de la NCB, par exemple, vous êtes maire d'une commune d'abord. Donc, Luc Setondi Atropo est maire de la commune de Cotonou, la municipalité de Cotonou. Certainement qu'il y a des gens qui l'observaient en se disant, est-ce qu'il va oublier qu'il est président ou le maire des maires, s'il est président de tous les maires du Bénin, des 117 maires du Bénin. Alors, il ne suffit pas non plus de se balader simplement dans ces communes-là pour leur rendre visite, pour savoir comment ça se passe. Il faut avoir quelque chose dans sa gibecière, dans son sac à leur apporter. Et le maire de Cotonou, président de la NCB, on le reconnaît pour ses grandes capacités en matière de coopération, de négociation, de diplomatie avec ses relations à l'international et puis la valorisation, la pérennisation d'un certain nombre d'acquis qu'il est venu
communes voient. Concrètement, chacune de ces communes-là qui sont membres de la NCB devrait voir cette efficacité commencer à travers des réalisations pratiques. Et c'est déjà bien de commencer par quelque part. Celui que je viens d'entendre dans votre élément témoin dit que les 12 départements ont été... Il y a une commune quand même qui a été ciblée dans chacun des 12 départements. On aurait souhaité avoir dans chacune des 77 communes des réalisations du genre. Mais il ne faut pas attendre d'avoir les moyens pour faire ça. Quand on en a pour faire 12 réalisations, que ce soit dans le secteur de l'eau ou de l'éducation et de bien d'autres choses, il faut déjà qu'au niveau de chaque département, et je crois que dans chaque département, les communes ont des associations. D'accord? Donc certainement qu'il y a eu un arbitrage à ce niveau pour identifier là où les besoins sont les plus pressants par rapport à ce qui est disponible à faire, et que dans un département, les autres communes concèdent qu'une commune soit ciblée pour la réalisation. L'important, c'est que ces modules de classe puissent servir donc aux enfants béninois qui ont à l'école, et que l'accessibilité à l'eau soit ou l'accès à l'eau potable soit une plus grande réalité. Une sorte d'accompagnement également aux actions de l'État central, avec qui le pont ne doit pas être coupé. Et par le passé, on a vu la décentralisation qui se faisait dans un climat où les maires et les collectivités locales étaient comme devenus des républiques dans la République, où on voulait simplement transfert de ressources, on voulait simplement transfert de compétences et de l'autorité, pour que les mairies et les communes fonctionnent comme si c'est 100% d'autonomie. Et vous aviez parfois des actions qui n'étaient pas coordonnées. L'État central faisait pour lui, les communes faisaient pour elles. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un succès que d'énumérer ces choses-là à l'actif de la NCB. S'il n'y avait pas ça, ceux qui ont été l'invité de Honoré Naoum n'auraient pas de choses si concrètes à dire. Il faut simplement maintenant souhaiter, nous l'avons dit ici à d'autres occasions, qu'il faut que les maires de chacune des communes eux-mêmes travaillent à mobiliser des ressources, à négocier des partenariats, quitte à avoir l'appui de l'équipe dirigeante de la NCB, de la fêtière. Pour ouvrir les portes, pour dénouer les nœuds, parce que président de la NCB avec son bureau, certainement les contacts sont plus faciles à l'international. Mais un maire qui se bat pour obtenir des partenariats, s'il y a des difficultés, il devrait pouvoir être accompagné. Donc moi je dis, j'ai pas envie de dire bravo, mais félicitations quand même à l'ANCB, et félicitations au président de l'ANCB qui a compris que certes il a du résultat à faire sur Cotonou, mais toutes les autres communes le regardent un peu comme le parrain, le regardent un peu comme le maire honoraire ou président d'honneur, si je puis m'exprimer ainsi. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. Certainement que peut-être on dira encore un mot sur de façon globale ce que la décentralisation elle-même, parce que là on parle de la NCB, ce que l'expérience des réformes de la décentralisation même a apporté au pays. Alors ces nombreuses réalisations, Nicolas, sont au profit des communautés. Cela prouve à suffisance que la NCB, on pourrait dire, est une association, comme on le dit, des communes et non des maires. Oui, on peut dire que c'est une association des communes et non des maires, puisque les réalisations qui ont été citées tout à l'heure dans l'émission d'hier, je crois que ces réalisations sont au profit de la population des différentes communes. Et donc, si c'est le cas, on ne peut pas dire que c'est une association ou un conglomérat de maires qui profitent peut-être des avantages des différentes communes seulement. Sauf que ces réalisations, moi, à mon avis, ne sont pas... Heureusement, M. Jules a pu le signaler en disant que si on dit une commune au moins par département, et donc on a 12 départements, si on veut citer le nombre de salles de classe réalisées, on parlerait seulement de 12 modules de 3 classes réalisées dans tout le Bénin. Alors qu'on a 77 communes, et le bon Dieu même sait que les problèmes sont dans les différentes communes sont si nombreux, et
difficultés au niveau des territoires de différentes communes sont si nombreux que quand on met ce que la NCB a réalisé dans la balance, ça devient très insignifiant. On a vu au début de l'année scolaire, ici, on a eu à parler dans la commune du maire, on dit à Tropo, quelque part ici, non loin de nous, où les salles de classe n'étaient pas en nombre suffisant. Où on a voilà, où il y avait des salles de classe qu'on accumulait dans une seule classe et dans une seule salle pour un maître. Je crois que c'est des trucs qui se répètent dans beaucoup de communes ou dans presque toutes les communes du Bénin. Et donc, ce qui a été fait par cette association, c'est vrai, c'était à louer, c'est vrai que c'est à féliciter, mais c'est si moindre parce que mais on peut pas non plus leur en vouloir ces maires ou cette association là, parce que en réalité chaque mairie devrait pouvoir avoir un plan de développement, un certain nombre de choses à réaliser pour leur population. Sauf que quand je finis de dire ça ou que je finis de porter mon coup de gueule à l'endroit des maires, je me rappelle de ces réformes qui ont eu lieu sous le régime Talon en ce qui concerne la décentralisation avec les secrétaires exécutifs qu'on a placés aux maires et qui leur ont enlevé un certain nombre de prérogatives, un certain nombre de choses qui font que les maires n'ont plus la plénipotentialité de leur pouvoir pour véritablement impulser un certain nombre d'actes de développement dans leur localité, ce qui fait que les problèmes dans les écoles, les problèmes d'infrastructures socio-communautaires sont problématiques et ça, les maires n'ont pas les coups de franche pour poser un certain nombre d'actes qui permettraient d'aller plus rapide et plus vite et poser des actes qui seront en faveur de ces écoles qui sont en manque criard, s'il vous plaît, de salles de classe. Quand vous allez bon, ça c'est Cotonou, encore que là c'est encore plus grave si c'est Cotonou. Quand vous allez un peu plus loin, à Semenpodi, le nombre de salles de classe dont a besoin les écoles, c'est encore énorme. Et les conditions de travail des enseignants, allez vous y voir quelque chose. Et donc, dans tout ça mis ensemble, ce que l'ANCB a réalisé me paraît très insignifiant par rapport à ce qu'il devrait pouvoir être. Vous parliez tout à l'heure, Juliandre, d'action de l'ANCB, de l'association, en phase avec celle du gouvernement, ce qui n'était pas le cas par le passé, mais d'aucuns craignent la recentralisation. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. En fait, c'est la manière dont on pensait la décentralisation. On avait au début, si vous avez... Bon, modestement, moi j'ai eu la chance de faire une formation complète sur la décentralisation, la gouvernance locale, et j'ai découvert beaucoup de choses. En fait, l'objectif, la vision au départ, c'était d'éviter que les populations à la base, qui doivent être bénéficiaires des services sociaux de base ou les services sociaux communautaires, soit déconnectés des priorités dégagées, soit déconnectés de la réalisation du processus de réalisation de ces services-là, de ces infrastructures à leur profit. Et vous vous rappelez, dans l'ancien temps, on avait des marchés qui étaient construits que nos mamans ne fréquentaient jamais et elles étaient prêtes à marcher sur des kilomètres, dépasser ce marché et aller dans des marchés où chez encore des cabanes, des paillotes branlantes, simplement parce qu'on ne les avait pas consultées, simplement parce qu'on n'avait pas demandé, par exemple, dans une localité, si là où on veut installer le marché, là, si les anciens qui sont de ce village ne savent pas, par exemple, qu'il y avait eu un cimetière là. Et si dans la sociologie des gens, on ne doit pas installer marché là, je donne juste un exemple, mais si ça tombe comme ça et du ciel et puis on installe, personne ne va fréquenter ça. Alors si dans une localité les gens avaient besoin plus d'eau et que vous venez leur apporter des salles de classe, moi il m'est arrivé d'aller dans la commune de Covet une fois pendant que je collaborais avec un cabinet qui devrait élaborer des plans de développement communal.
on est allé découvrir dans les investigations que il y a un quartier qui fait face à l'autre, où il y avait une école où il y a 6 groupes pédagogiques, et vous avez jusqu'à 8 salles de classe qui étaient là, pendant que en face, on n'avait pas 5 salles de classe. Simplement parce que il y a eu un ministre ou un mec qui a estimé qu'il faut tout amener vers lui. Mais avec la nouvelle formule de décentralisation, c'est quoi? On dit, certes, les collectivités locales ont le pouvoir et le processus d'élection des maires, autant que fait se peut, on s'arrange pour que ce soit de l'aspiration des populations, et les projets de développement également qui sont exécutés dans ces localités-là, avec les partenaires, on s'entend pour aller dans une dynamique qui donne la responsabilité aux communautés à la base, ne serait-ce qu'à un certain nombre de pourcentages. J'ai eu la chance également, par exemple, et ça, votre technicien peut en témoigner, j'ai fait pendant près de 3 ans des productions sur un projet, des productions radiophoniques sur un projet qu'on appelait PSDCC, le projet de développement conduit par les communautés. Et où vous avez par exemple le fonds FADEC qui, avec la Banque mondiale et d'autres partenaires, était octroyé aux communes. Et vous aviez, pendant qu'il n'y avait pas une partie qui était directement mise à la disposition des communautés à la base, vous aviez des maires qui faisaient réaliser des modules de classe peut-être à 40 millions, alors que ce projet, dans l'approche DCC, développement conduit par les communautés, on a amené des communautés à la base, qui n'ont pas forcément été à l'école comme vous et moi, mais qu'on a formé pour gérer leurs propres fonds. Et dites-vous, on a fait des modules de classe à 17 millions, dans des matériaux plus solides, et avec une contribution communautaire bénévole plus forte. Parce que les populations ont compris ce qu'on veut faire, on les a associées et puis elles sont donc dedans. Maintenant, le pouvoir central, je comprends votre question. On a l'impression que le pouvoir central, avec les réformes, a envie d'avoir son nez, ses yeux partout, jusqu'au dernier retranchement. Dans ce qui se passe au niveau des communes. Mais si vous interrogez les lois de la décentralisation au départ, et quand vous interrogez les autres lois de la République, c'était dangereux de laisser un maire penser que dès que l'État central lui transfère des ressources, l'État central ne doit plus avoir de regard là-dessus. Et que après, vous aviez des maires qui étaient jetés en prison régulièrement parce qu'on découvrait que ces maires détournaient des sommes faramineuses. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la réforme où on est focus sur l'installation des secrétaires exécutifs à côté des maires? Le maire a été remis dans ses fonctions politiques. Et quand on parle de fonction politique, ne voyez pas que la dimension politicienne. C'est-à-dire qu'un maire, membre d'un parti politique qui veut aller faire des mouvements vuvuzela, qui veut faire tout au visée électoraliste. Non. La politique, vous êtes élu parce que vous avez une politique de développement que vous avez proposée. Celui que les populations voient le plus, d'accord, venir leur parler de l'offre, hein, et écouter leurs demandes, comme cela se dit dans la mise en œuvre du concept qu'on appelle la redevabilité, c'est le maire. C'est lui qui est mandaté par les populations. Mais le secrétaire exécutif, puisqu'il y avait un problème de gouvernance, de bonne gouvernance dans les communes, les secrétaires exécutifs sont là aux côtés des maires, un peu comme pour avoir l'œil sur la dimension purement technique des choses. Est-ce que c'est tel que le budget a été élaboré? Est-ce que ça a suivi les normes? Est-ce que le conseil de supervision a joué son rôle? Est-ce que le maire n'a pas outrepassé ses pouvoirs? Est-ce que le personnel des collectivités locales, des communes par exemple, est qualifié? Est-ce qu'il est formé? Avant, moi j'ai eu la preuve de toucher ça du doigt. Il y avait des gens qui étaient recrutés dans les communes, dans les mairies, à tour de bras, sans qualification, sans compétence pour faire le boulot. Du coup, vous alliez dans des mairies où vous aviez un monde fou de personnes. Moi, il m'est arrivé, et ça, les gens le savent, je peux donner l'exemple, à la mairie d'Abomey-Calavi, sous d'autres maires. Il m'est arrivé, pendant que j'étais rédacteur en chef d'une radio, où votre technicien qui est là tout de suite, il était le patron des techniciens, je suis allé rentrer dans le bureau d'une dame qui était responsable des services marchands. Et puis, je suis allé juste là avec mon adjoint pour dire, mais nous voulons faire une enquête sur
Comment les barèmes sont identifiés pour fixer les impôts sur les taxes qu'on prend chez les gens? Pourquoi quand vous avez une boutique de coiffeuse, après vous avez une buvette, pourquoi on vous prend tel montant? Parce que je ne voyais que des gens en kaki qui venaient brandir leurs muscles sur des dames qui devraient d'étaler, et puis on leur montait des montants, et puis ceux-là étaient prêts à ramasser leurs machines, leurs pauvres machines et leurs marchandises et tout. Mais vous savez ce que la dame a répondu? Après nous avoir traîné dans beaucoup de couloirs, on va dans son bureau, elle nous regarde avec des collaboratrices qui étaient là pour dire, ici, n'est pas un marché pour que n'importe quel badaud vienne chercher des informations. Je l'ai regardé, je lui ai dit, madame, je vous comprends. Vous avez des gens qui passent ici, qui se font passer pour des journalistes, qui se comportent comme des badauds, et quand vous leur jetez des billets de 5000 francs, eh bien, ils sont prêts à dire que vous faites le bon boulot. Mais après, on a fait d'autres investigations, et ceux qui allaient collecter les fonds, contre qui moi j'avais signé des chroniques, ont fini par me dire, mais on rassemble beaucoup d'argent, on amène, on ne sait pas comment c'est géré. Est-ce que vous savez que finalement, ce qui s'est passé, on est allé découvrir que cette personne qui était responsable de ces marchands pouvait disposer des fonds comme elle voulait, et son enfant qui a quitté l'école pouvait venir ouvrir les tiroirs, prendre et distraire des sous au-delà du million. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu couvrir ça. Et j'ai eu toutes les informations, je parle de choses que les gens peuvent vérifier. Et heureusement, étant en position de rédacteur en chef, ceux qui sont journalistes savent de quoi il s'agit, vous le savez très bien. Dans une édition où je suis venu passer cette information, je dis, si le maire veut couvrir ça, il nous aura à dos. On a voulu même dire, il le sait, qu'on couperait des contrats à la radio. Je dis au directeur général de la radio, non, c'est plutôt que votre radio va être respectée. Donc pour revenir à la question, il n'y a pas à craindre pour la décentralisation non, avec ces actions en phase. Non, attends, cette storytelling pour vous dire quoi? Pour vous dire que la question de bonne gouvernance qu'il n'y avait pas au niveau des communes a amené à ce qu'on mette la réforme des SEC, je dois m'exprimer ici. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Vous avez des communes où ça n'a pas marché, le rapport entre les maires, et on justement, on va en parler, je vais prendre l'avis de aujourd'hui, Nicolas là-dessus. Oui. Les résultats sont déjà là, parce que on ne voit que là où il y a les grincements dedans, mais on ne voit pas là où ça marche. Moi, je n'ai pas vu suffisamment... je ne connais même pas le nom du secrétaire exécutif de la municipalité de Cotonou. Je n'ai pas ça en tête. Pourquoi? Parce que je ne le vois pas monter au créneau régulièrement pour dire, ou bien je ne vois pas le maire à Topo crier pour dire, le SE là m'empêche de faire choses. Cela suppose que le maire... il discute avec son SE et quand tout est planifié et que le conseil de supervision a réalisé les choses, ça roule, ça coule de source. Et j'ai pris il y a quand même, vous permettez que Nicolas opine là-dessus, il y a quand même, contrairement à ce que Jules dit, des communes où la collaboration maire, autorité communale, secrétaire exécutif n'a pas été très catholique cette année 2024. Ben, on en citera plein. Le fait est que ce dont moi je parlais par rapport à cette réforme qui, ma foi, enlève au maire un certain nombre de prérogatives. On va finir sur le sujet. Moi, je me dis que, au fait, de par le passé, vous pouvez voir l'équipe, en tout cas le conseil communal qui décide de ce que nous voudrions faire réaliser un tel bâtiment de salle de classe à telle école, et que avec une certaine rapidité, vous avez tout le matériel, vous avez ce qu'il faut pour faire ce que le maire ou son équipe de conseillers a décidé pour le bien des populations. Mais aujourd'hui, je vous dis que même des maires sont réticents de prendre même des décisions pour aller faire. Parce que tout de suite, comment appelle-t-on, le SE peut même opposer son veto pour dire non, ça ne peut pas se passer comme ça. Vous dites que le SE est le bras technique, mais au fait, quand l'argent n'est pas... celui qui a le pouvoir ne peut pas décider de... comment on peut gérer ce qui se passe, en tout cas ce qu'on a pu collecter ensemble, je pense que il y a déjà problème au niveau de la gestion. Il doit rester en synergie d'action avec le décideur. Le problème, c'est que vous avez eu des secrétaires exécutifs qui ont été limogés pour un oui ou pour un non, qui ne respectent pas le maire, les décisions de maire. Vous avez des secrétaires exécutifs qui ont été victimes de coups malpropres de la part des hommes politiques.
pour avoir dénoncé X ou Y qui serait en train de vous rappeler certainement de cette dame-là dont je perds le nom, qui a été fauchée et qui a balancé sur la toile. Quelque part dans les collines, dans les collines, qui a balancé sur la toile des menaces de mort et qui s'est fait réaliser. Je pense que, au fait, moi je pense que effectivement on peut reconnaître que de par le passé, la décentralisation avait des problèmes. On peut estimer qu'effectivement, il y avait des exagérations au niveau de nos maires. Mais je ne pense pas que c'est la formule idoine qu'on a trouvée. Parce que les SE, moi je connais une commune où le maire a décidé de faire les cours de vacances, les bachotages pour les enfants et payer. On a fait les bachotages, mais payer a été problème. On a déjà fait. Le maire a décidé qu'on le fasse. Le problème, c'est le fait du secrétaire exécutif ou je peine à vous comprendre? Non, le problème, c'est que il m'a semblé que le pouvoir que le maire devrait avoir dans la gestion de sa commune, à partir du fait qu'on met les SE à leur côté, les maires n'ont plus les coudées franches. Le pouvoir s'est érodé. Voilà. Et là, votre question que vous posiez tout à l'heure, à savoir, on veut passer de la décentralisation à la centralisation, moi je pense que c'est une réalité. Que tout se décide aujourd'hui, non pas au niveau des mairies, mais les décisions viennent d'ailleurs et s'imposent aux maires qui n'ont plus les coups de franche pour agir dans leur commune. Mais l'État central devrait avoir un regard. Je parle de regard dans ce qui se passe au niveau des communes. Je suis totalement d'accord. J'ai dit que on aurait pu faire autrement. Ou carrément... Autrement, c'est quoi, selon vous? Ou carrément faire limiter le pouvoir des SE, parce que parfois même, ceux qu'on appelle SE n'ont pas peut-être que ne cernent pas le pouvoir qui leur est accordé, ne cernent pas ou ont tendance même à outrepasser. Mais pourquoi ça se passe bien dans certaines communes et dans d'autres, ça ne se passe pas bien? Non, justement parce que on n'a pas pu bien réfléchir, on n'a pas, ma foi, peut-être que mûrir la réflexion d'avant. On va finir. Vous avez une minute. Oui, très bien. Une minute, ça me suffit. Il faut retenir quelque chose. Le problème, ce n'est pas la réforme. Après, si des gens ont des qualifications... Le problème, c'est quoi? Ce sont les hommes. D'accord? Et puis, lorsqu'on met en œuvre une réforme, on n'a pas besoin d'avoir 100% de réussite sans problème, là, pour dire que la réforme a marché. Mais il se fait que ici, on a plus de problèmes qu'on devrait pas du tout. Je peux vous dire. Et ça, vous pouvez aller vérifier. Sinon, nous parlons de l'ANCE, l'ANCB qui, dont la réalisation, ma foi, est très insignifiant par rapport aux problèmes que les communes ont. Là, par exemple, vous faites une confusion. Ce que j'ai entendu de ceux qui ont parlé dans l'émission, là, ils ont parlé un peu comme du surplus que l'ANCB, de par sa diplomatie au niveau de la coopération, apporte à ce que font déjà les communes. C'est un complément. Et lorsque moi, avant de venir ici, j'ai pris des informations, j'ai recoupé au niveau des sources suffisamment crédibles, parce que ce que je dis ici, je peux en répondre. Il a été observé en 2 ans, par exemple, que les mobilisations de ressources propres des communes, là... Vous avez une minute, Jules. Oui, se sont multipliées. Il y a des communes où ils sont allés au double. D'accord? Et vous avez, de 2016 à aujourd'hui, d'accord? Le gouvernement a mis au moins 50 milliards dans le fonds FADEC. Alors qu'avant, c'était autour de 22 milliards. Pourquoi on met plus d'argent? Parce qu'on est plus sûr que ça va être mieux géré. Les conflits entre maires et SE, vous avez oublié de dire que là où certains SE se sont comportés mal, ont mal cerné leur rôle et l'ont mal joué, il y en a qui ont été suspendus avec la caution du gouvernement. Il y a des SE qui ont été abusivement suspendus par des maires et ont été rétablis parce qu'on a constaté après que c'était fait de façon abusive. Vous avez constaté que au niveau des collectivités locales aujourd'hui, on a tamisé le personnel. Vous n'êtes pas qualifié pour faire quelque chose, vous ne le faites pas. Et ensuite, ceux qui sont retenus correctement, leur situation, et ça ils peuvent en répondre, leur situation salariale a été améliorée parce qu'il y a plus de ressources. Qu'est-ce qu'on veut? Je pense que le problème, quand j'ai fait mes enquêtes, là où il faut agir, où on a la mayonnaise a moins pris, c'est que il faut qu'il y ait entre maires et SE là, après l'expérience 2 ans déjà, ils se sont habitués, qu'il y ait un peu plus de célérité, parce qu'il y a certaines communes où, parce que la SE ou le SE dit, voici ce qu'on doit faire. Le maire veut aller plus vite, peut-être parce que la population lui met la pression.
Les deux restent campés sur leur position et la situation est bloquée. Il y a des cas où on ne s'entend pas, mais on n'a pas suffisamment dialogué. Et il faut peut-être qu'au niveau du ministère de la décentralisation et au niveau des préfectures, il y ait une concertation plus fluide. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un élu ait une position qu'un simple nominé... Je crois qu'on va pas rentrer... Non, mais l'élu, c'est la position qui fait en sorte que la réalisation... Vous avez dit dans ce studio que vous avez tous célébré qu'il faut qu'on aille vers la décentralisation des communes et non des maires. Nous étions habitués aux maires qui pouvaient se lever pour plaire aux gens, de dire qu'ils font ce que vous avez dit tout à l'heure que le maire a fait et qu'on n'a pas été capable de payer. Vous pensez que si le maire a fait valider ça par le conseil de supervision et qu'il en a discuté avec son secrétaire exécutif, après coup, on ne doit pas payer? Non, le maire a dû décider unilatéralement. Je vous propose qu'on revienne sur ce sujet-là, c'est important, pour voir quel type de relation devrait-il avoir entre le secrétaire exécutif et le maire pour la bonne marche des activités. On a passé plus de temps sur ce sujet-là, je crois, c'est de droit, puisque nous sommes sur la radio municipale. Deuxième sujet maintenant, la période des fêtes de fin d'année est une période de vente promotionnelle, vous le savez, de certains produits, surtout ceux de grande consommation, occasion pour certains commerçants d'écouler leurs marchandises, des marchandises qui ne sont plus souvent dans l'air d'homme ou des marchandises périmées. On en observe encore, Nicolas, on en observe encore maintenant tout de suite sur nos marchés. Oui, la période s'y prête souvent. Mais malheureusement, la police sanitaire, la police devrait faire son job. Les douaniers aussi, dans l'intercession d'un certain nombre de produits au niveau de nos frontières, devraient aussi faire leur job. Puisque ces produits avariés qui se retrouvent sur nos marchés ne sont pas de nature à nous protéger contre un certain nombre de maladies, ou bien au contraire. Ce sont des produits... C'est une question de santé publique. C'est une question de santé publique. Et ces marchands, ces commerçants véreux devraient avoir à leur trousse la police sanitaire et toute autre structure ou organisation qui défendent les droits des consommateurs et puisque ces consommateurs puissent être véritablement frappés par la loi et sanctionnés durement, parce que on veut d'abord faire de profil, mais pas pour mettre en danger la santé publique. Malheureusement, on a toujours eu ces genres de cas en fin d'année, même si, même avant même cette période, un travail devrait pouvoir être fait très tôt pour mettre les barrières et empêcher ça. Sinon, c'est dommage pour la population et que nous ne sommes pas en sécurité en ces veilles de fête. Mais vous avez parlé de police sanitaire, d'autorité. Il faut la vigilance d'abord des consommateurs. Ah, ça, c'est ce qu'il faut interpeller. Malheureusement, l'analphabétisme a pris par là, et puisque c'est déjà sur le marché, on pense que c'est consommable. Tout le monde n'a pas qu'on appelle le flair pour aller voir les dates, même si c'est écrit parfois. Et ces commerçants-là ont aussi ces vilains comportements à rapidement cacher ces endroits où sont écrits ces dates d'expiration. Et malheureusement, ces produits-là coulent à flot sur nos marchés. Jules, avec les temps qui courent, doublé du faible pouvoir d'achat des consommateurs, on pourrait dire bonjour les dégâts dans nos marchés en cette période de fin d'année. Bon, quand je vous dis parfois que, même si on peut comprendre ça venant d'un journaliste qui veut rapporter, qui veut se mettre en position de relayer les préoccupations, les aspirations des populations, quand je vous dis parfois, quand vous avez certaines de ces questions qui portent les vices même que nous sommes en train de dénoncer ici. Oui, le vice, c'est de vouloir me faire croire que, bon, voilà, comme on a un pouvoir d'achat faible, il faut aller acheter du poison. Non, c'est ce que vous pensez. C'est pas mon intention, en fait. Bon, alors, j'ai au moins l'intelligence ou la bonne manière de vous provoquer avec pour que vous me donniez la preuve que ce n'est pas l'intention que vous avez. Justement. Là on s'entend. Je vais garder ça que je retiendrai de vous, que vous êtes vicieux dans vos questions. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pas parce que je suis pauvre que je dois aller acheter du poison. J'ai été dans une éducation villageoise où on disait
je ne comprenais pas pourquoi ma mère préférait acheter des tissus Tigan, des tissus de grande valeur quand elle en avait les moyens. Elle me disait souvent, quand je lui ai posé la question, lorsque vous n'avez pas de grands moyens, quand vous avez l'occasion d'acheter quelque chose qui est original, qui est de bonne qualité, il faut l'acheter parce que vous pouvez l'utiliser pendant très longtemps. D'accord? Mais si vous ne préférez que des choses de mauvaise qualité... Combien de citoyens et consommateurs peuvent savoir ce qui est de bonne qualité, ce qui est original, ce qui n'est pas périmé? Non, le risque, il n'y a pas de risque zéro à ce niveau. Mais il faut demander aux gens déjà d'avoir ça en tête, de ne pas tout de suite, quand ils viennent devant un étalage, de ne pas dire où est-ce que c'est moins cher. C'est-à-dire que quelque chose qu'on vend, vous savez très bien, même si vous n'avez pas été à l'école, vous savez qu'au bas mot, de façon, au niveau moyen, on peut vendre ça à 5 000 francs. D'accord? Et vous venez, vous dites, bon, comme c'est la période de fête, beaucoup de gens avaient ça au magasin, je peux négocier pour qu'on me vende ça à 4 000 francs, à 3 000 francs. Mais quand on vous le propose à 1 000 francs, il faut s'inquiéter. Alors, est-ce que vous savez que, je vais vous donner un seul exemple, hein, c'est même pas lié à une période de fête. C'est vrai que le regain est plus grand en période de fête. Est-ce que vous savez que vous avez des vendeuses de nourriture, par exemple, dans nos villes, qui vont au marché, qui disent, je veux aller acheter de la tomate dans la zone où il y a des tomates pourries. Ça veut dire que la zone de tomates pourries existe, les tomates qui devraient être jetées dans les pourries existent, et une femme... Parce que on me dirait, elle n'a pas été à l'école, quitte la maison, dit, je veux aller acheter tomates pourries. Non, ce que vous dites est tellement vrai. J'ai eu aussi des cas où de poissonnerie, où c'est connu, des bonnes dames qui vendent les poissons fumés, qui savent qu'il y a une poissonnerie qui vend des poissons déjà avariés. Et donc, quand on va payer mais quand tu consommes du poisson avarié, tu le sauras, non? Mais écoutez, mais ceux qui payent savent que c'est mauvais, que c'est quand vous payez chez eux que vous sentez que c'est mauvais. Maintenant, il y en a qui disent, bon, écoutez, on va même mélanger ça avec et les poissons qui sont de bonne qualité. La tomate, là, on va mélanger. Comment on va moudre ça? Et on ramène. Et puis, quand on amène ça quelque part, celui qui a les machines pour moudre la tomate, quand on lui amène rien que des trucs pourris avec des verres dedans, quand lui-même aussi veut prendre l'argent et il accepte, il fait ça, lui ne refuse pas. Donc, il y a toute une chaîne de complicité pour qu'on s'entretue. D'accord, à petit feu, et puis on dit, bon, ça va. Mais le jour où on développe des pathologies bizarres, en ce moment, on oublie qu'on va dépenser plus ou qu'on va mourir presque bêtement. Mais non, ce n'est pas que la responsabilité des populations. Vous avez beaucoup de produits manufacturés. C'est pas parce que je n'ai pas un pouvoir d'achat élevé que moi, ça ne me plairait pas d'aller chercher des produits dans des conserves. Je n'irai pas acheter, par exemple, des sacs de riz. Mais quand j'y vais, que je ne peux pas lire en français, parfois c'est écrit en anglais, je ne peux pas lire, et que c'est dans un marché où il y a un monde fou, tout le monde propose presque à la sauvette ce qu'on veut acheter, vous voulez acheter chez quelqu'un, dit donne l'argent, prends le produit, donne l'argent, prends le produit, et que quand vous allez commencer par dire à la vendeuse, je veux voir d'abord la date là, mais vous risquez d'entendre Oloshi. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça que ça dit. On va dire Oshinon. On va dire, mais de quoi il parle? Un autre client va te dire, mais quitte là, nous on veut acheter. Alors, en ce moment-là, il faut que les vendeurs et les vendeuses, les commerçants aussi se disent, oui, on veut faire du profit, d'accord, mais il faut pas être véreux jusqu'à décider d'être des criminels, qu'on m'en excuse, des gens qui savent qu'ils veulent tuer d'autres personnes. Quand vous avez des produits que vous n'arrivez pas à écouler et qui arrivent à un niveau donné où la date de péremption est très proche dans d'autres pays, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont des associations, on discute avec l'État. Si le climat d'affaires n'a pas permis de liquider ces produits-là, on discute avec l'État, par exemple, s'il reste 6 mois. On peut aller, doit avoir un service au niveau du ministère du Commerce, par exemple, on vous discutez, on dit, l'État peut aider à ce qu'on crée des marchés spéciaux. On dit, ok, nous ne voulons plus vendre le sac là de riz peut-être à 19 000 francs. Nous concédons de ramener ça à 15 000, mais on nous aide à faire un marché spécial où on dit par exemple dans les communes, les gens allaient déposer de l'argent à tel niveau, et puis après on vend, on aide le commerçant à s'en sortir, et on aide les populations aussi à avoir. Mais lorsque les autres cachent les produits dans les magasins, ils n'ont pas d'accompagnement. Et qu'au niveau du ministère du Commerce,
qu'on ne se contente pas à la fin de l'année d'envoyer quelques missions dans les marchés pour prendre au pifomètre les choses. Dans les grands marchés. Et puis dans nos quartiers également, il m'est arrivé, j'en aurais fini, je me retrouvais à côté d'une dame qui avait un étalage bien grand en période de fête là, et je vois deux messieurs débarquer avec une tenue qui je ne sais pas, ça veut ressembler à tenue de police municipale, ce n'est pas ça, ça veut ressembler à des tenues d'agents de sécurité et privés. On écrit un sigle bizarre dessus, les gars débarquent avec une moto et commencent pas à toucher les produits de la dame. Je dis, mais vous venez d'où? Il dit qu'ils veulent faire contrôle. Je dis, vous êtes qui? Ils sont étonnés que je leur pose la question de savoir d'où ils viennent et ce qu'ils sont. Ils disent, d'accord, on veut voir les produits, tout qu'on fait. Avant de créer votre boutique, vous deviez aller dire à tel service. Ils commencent pas à en parler. Ils parlent du service dont la dame n'a pas connaissance. Et moi, l'intellectuel, je n'ai pas connaissance. Et puis, tout le système était de nature à inquiéter la dame. Et il y a d'autres personnes qui disaient à la dame, il faut les appeler à côté, il faut déjà leur ouvrir quelques bouteilles qu'ils sont en train de prendre, il faut leur donner à manger, et après, non, il ne faut pas permettre que les structures soient éparpillées. Et nous sommes avec un régime aujourd'hui qui a l'avantage de vouloir clarifier la nomenclature de ces structures qui sont chargées de faire les contrôles également. Et je crois que dans d'autres secteurs, comme le secteur de l'éducation par exemple, il y a des structures qui ont été supprimées pour créer des structures formelles. On crée une seule structure avec cette décentralisation. Mais avant, il y avait plusieurs structures qui devaient faire la même chose. Chacun faisait à sa manière. Et ça laissait libre cours à la corruption et tout. Et qu'on renforce, qu'on renforce la dimension coercitive aussi. C'est-à-dire que quand, de façon préventive, on a fait au niveau de la douane pour que les produits dont les dates de péremption sont très proches ne rentrent pas dans le pays, et que au niveau des services de contrôle, on a fait ce qu'on doit faire, il faut également que ceux qu'on interpelle et qui sont en infraction soient sévèrement punis. D'accord? Quand par exemple quelqu'un qui a de grands magasins et qui a beaucoup de produits, on découvre des produits avariés sur une gamme peut-être de 100 produits. On découvre que sur 50, là, il y a des produits avariés. Si on ferme ces magasins au complet, pendant toute une période de fête, il faut que la sanction soit sévère. Et les autres avec ce tableau dressé par Jules, même hors des périodes de fête où on achète de la tomate pourrie et tout ça, j'ai envie de demander où sont les associations de consommateurs. Il en existe encore aujourd'hui? Voilà un gros problème que nous avons aujourd'hui. Il y en a encore aujourd'hui? Non, mais on n'entend plus parler de toute cette association, ce qui est dommage. Parce que il y avait que la veille citoyenne passait par là et on faisait déjà, ça attirait l'attention de la population par rapport à ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les pièges de ces commerçants véreux et par rapport à un certain nombre de choses qu'il faut pour que ces commerçants-là aussi, en retour, ne puissent pas proposer ces produits. Et quand on en découvre, les dénonciations qui devraient s'en suivre pour permettre aux autorités de leur prise en charge. En tout cas, rien ne se fait aujourd'hui, malheureusement, parce que je me souviens de M. Akromessi, qui montait au créneau régulièrement et qui dénonçait un certain nombre de choses. Malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que c'est devenu son association des consommateurs, de la défense des droits des consommateurs. Aujourd'hui, on est comme si on est livré à nous-mêmes. Il y a c'était monsieur Kouenou, il y a un monsieur qui était très connu sur... monsieur Baguidi. Voilà, monsieur Baguidi, Ernest ou MS. En tout cas, tout ce monde a disparu. Il y a quelqu'un qui était très célèbre sur... parmi les auditeurs d'un média où vous aviez officier, j'ai oublié son nom, qui défendait beaucoup les associations, les consommateurs également. Herman Metton, très bien, je le salue au passage. Mais en fait, le drame, c'est que vous n'allez pas, quand vous allez vouloir les citer là, si vous tentez de citer les noms des associations, vous allez vous perdre. Vous ne citerez que des noms d'individus. Donc, ils ont été tellement influents, on a vu tellement leur propre personne, que finalement, on ne voit pas des associations qui mobilisent, qui ont une grande capacité de mobilisation. Dans d'autres pays, c'est vrai que la marche vers ce niveau-là, c'est progressif, mais dans d'autres pays, une association de consommateurs, dès que les leaders lancent une alerte, c'est que tout le pays est en alerte. C'est-à-dire que dès qu'on va dire, on a constaté que tel produit distribué par telle structure, on a constaté des échantillons qui posent problème, dans tous les rayons et dans tous les marchés, tous les consommateurs
se comportent comme s'ils étaient membres d'un parti politique dirigé par on le président. On n'a pas encore cette culture ici. Eux tous, dès qu'ils trouvent le produit, ils sont prêts à contrôler. Oui. Et vous entendez, vous voyez le bruit que ça fait. Les médias aussi, interrogeons-nous nous-mêmes. Nous avons une responsabilité. Regardez, il est arrivé que ici, Dieu merci, le problème a été réglé. Et il y a eu des sanctions au Bénin également. Il a suffi que l'ananas du Bénin, qui était si prisé sur le marché européen, dès qu'on a trouvé un petit souci sur un échantillonnage là, c'est fini. Tous les médias internationaux ont commencé par en parler. Donc il faut des associations de consommateurs véritablement mobilisatrices. Et vous avez vu le coût pour le Bénin. C'est-à-dire que l'ananas du Bénin, on n'a plus contrôlé, on n'a plus cherché à savoir si le reste des stocks là est de bon. On a vidé l'ananas là de tous les rayons, alors que les consommateurs là-bas devraient prendre. Dès qu'on a alerté, les consommateurs eux-mêmes, même des gens qui en avaient acheté, ont ramené. D'accord. Il faut également. Les gens ne se sont pas cachés. Il faut également reconnaître le travail qu'abat le ministère du Commerce. Je vais vous faire écouter le directeur départemental de l'industrie et du commerce, Borgo Alibori, refuse ce s'arrêt à la suite, bien sûr, d'un raisonnement de 7 tonnes de produits dans le Borgo Alibori. Nous faisons une fouille systématique. Nous faisons des fouilles aussi au niveau des pharmacies pour saisir les produits périmés. Nous avons déjà saisi plus de 7 tonnes de produits, toutes catégories confondues au niveau de l'alimentation. Il y a entre autres les sucreries, les boissons alcoolisées, les laits, toutes les formes, les boîtes de conserve, les pâtes alimentaires, la mayonnaise et autres. Je leur demande de vérifier systématiquement les dates de péremption, l'état physique du produit avant de l'acheter. Il y en a qui vendent des produits dont la date de péremption est échue, ils la falsifient et ils vendent. La date de péremption peut ne pas être échue, mais à cause d'une mauvaise conservation, le produit peut être avarié et impropre à la consommation. Ils subiront de lourdes sanctions et ils seront poursuivis selon les actes qu'ils auront posés. Ils n'ont qu'à cesser ces pratiques qui ne sont du tout pas bonnes pour préserver la vie et la santé de la population. Fus Sarret, directeur départemental de l'industrie et du commerce, Borgo Alibori. Vous l'avez suivi, Nicolas, vous opinez là-dessus rapidement. Oui, c'est dire que quelque chose se fait. Même si jusqu'ici on a tendance à penser que ce qui se fait là n'est pas encore à la mesure de ce que nous vivons ou de ce qui se passe sur le terrain. Et il va falloir demander à nos autorités, aux différentes structures qui interviennent dans ces contrôles-là de redoubler d'ardeur. Parce que en ces fins d'année, et juste après janvier, il faut peut-être aller dans les hôpitaux voir combien de malades. Bien sûr. Les consommateurs sont livrés à eux-mêmes, il n'y a plus d'association. Donc malheureusement, il faudrait que le travail de fourmi soit continué par être fait dans les marchés, dans les rayons de supermarchés également. Vous avez vu, il a dit même que les pharmacies sont impliquées. Malheureusement, et ça, si on ne peut pas avoir une conscience aussi élevée jusqu'à ces points-là, je pense que c'est dommage pour la société. C'est l'espèce humaine qui est comme ça. Il faut pas, on dit souvent, il faut pas, parce que vous faites confiance, et ne pas contrôler. Les fraudes, là, les postes de fraude, c'est partout. Non, par rapport aux médicaments, c'est systématique. Ah non, s'il vous plaît. Pourquoi on ferme des officines parfois? Pourquoi on déchoit certains pharmaciens de leur titre? Parce que ils prêtent serment. Mais après, vous ne connaissez pas l'éducation qu'ils ont reçue avant d'aller à l'école. C'est bien dommage. Quand vous prenez votre diplôme de docteur en pharmacie, est-ce qu'on vous demande qui vous a éduqué? Non, vous pouvez devenir un parfait bandit après. Alors, vous voyez, l'État fait déjà beaucoup d'efforts. Si au moins chaque personne à qui l'État confie une parcelle de pouvoir, comme ce directeur départemental de l'industrie et du commerce, si tous les autres font comme lui, de façon systématique, vous voyez, ces commerçants véreux se feront traquer. Regardez le travail que le gouvernement commence à faire sur la question des faux médicaments. Bon, les gens pensaient que c'était un amusement, on ne va pas faire. Mais dès qu'on voit une petite plaquette de faux médicaments avec toi, aujourd'hui on t'attrape, tu fais la prison, on t'envoie à la criette. Et toi-même tu te demandes, mais avant, c'est pour ce que j'ai voulu vendre à 50 francs là, on dit oui, qu'en le faisant, vous tuez des gens. Parce que vous aviez des dames qui ne savaient rien de la médecine, de la pharmacie, qui n'avaient jamais été à l'école. Et des populations se pointent devant ces dames pour dire, j'ai mal au dos.
j'ai tel problème. Et vous voyez, la dame, c'est elle qui est en train de rassembler les médicaments verts, jaunes, rouges. Et vous donnez pour dire, et vous donne la posologie. Très efficace parfois. On va passer au troisième sujet. On n'a plus beaucoup de temps. Je comprends que Brice Bill a été beaucoup de temps. On a tous été des clients. Nouveau faisceau d'allégations sur le Bénin venant du Niger. Le général Abdourahmane Tiani a dans une nouvelle sortie lancé des accusations contre le Bénin dans le soutien aux terroristes. La dernière trouvaille est l'acquisition de drones de fabrication chinoise par le Bénin et qui se retrouverait dans les mains des terroristes. On n'a pas beaucoup de temps. Je promets qu'on va revenir sur le sujet en 2025. Mais je voudrais que vous reconnaissiez avec moi, Nicolas, c'est une nouvelle dimension ajoutée à la crise avec ces allégations. Non, c'est des allégations suffisamment graves. C'est vrai que depuis la prise de pouvoir par les militaires au Niger, on est habitué à ces genres d'accusations. Qu'elles soient fondées ou non, moi je pense que on devrait pouvoir y réfléchir, on devrait pouvoir veiller à ce que en tout cas, qu'on ne puisse en fait citer le Bénin dans un certain nombre d'affaires, parce que ça sonne mal. Le Niger est un pays frère, et que jusqu'à la première autorité puisse prendre la parole et dire un certain nombre de choses aussi facilement, je pense que c'est pas bienséant, c'est mauvais à entendre, et nos autorités ici au Bénin doivent prendre les taureaux par les cornes. Ça peut ne pas être de complicité avec les autorités d'ici. Je pense que si quelque chose a dû mal se passer pour que ces choses-là se retrouvent de l'autre côté avec les terroristes, je pense qu'il faut fouiller et trouver les responsables pour véritablement taper du poing sur la table pour que ça puisse s'arrêter, pour que nous puissions avoir des relations aussi saines que possible avec nos frères du Niger. Nouvelle dimension à la crise déjà pendante, là. À quand l'ouverture des frontières? À quand l'ouverture? Donc, je souhaite simplement que le général Tiani laisse tomber cette méthode-là. Il y a déjà un ambassadeur du Bénin près le Niger. Mon grand frère Djovolski est là-bas, Gildas Agonkan. Il a pris fonction. Il y a un ambassadeur du Niger ici. C'est en bonne voie. Je ne voudrais pas qu'on se fasse peur. Maintenant que ce soit la première autorité du Niger qui prenne la parole pour dire effectivement, ça gêne un peu. Mais je n'ai pas envie de croire en quelque chose dont, dans le libellé, même la manière dont c'est dit, et sur le fond, même m'amène à en douter tout de suite. Pourquoi? Il suffit de voir des drones de fabrication chinoise aux mains des terroristes pour estimer que si c'est vrai que le Bénin en a acquis également, quelques 2-3 questions. La Chine n'en a fabriqué que pour le Bénin. Le reste là, personne d'autre n'achète ça. Alors, ça c'est si le Bénin a acquis ça, je ne suis pas du secteur de la sécurité, et si on a retrouvé ça après aux mains des terroristes. Deuxième question, le général Tiani, qui a aidé le pouvoir au Niger à lutter contre le terrorisme pendant plus de 10 ans et plus. Donc c'est aujourd'hui qu'il sait que les terroristes là peuvent même parfois être plus équipés, de façon plus sophistiquée que certaines armées. Il faut se réjouir que l'armée béninoise s'est équipée, et malgré le fait que l'armée béninoise ne s'attendait pas à cette lutte-là, qui a une autre dimension, est en train de résister, a une grande capacité de résilience. Et le gouvernement, le chef de l'État, a eu l'humilité de dire tout récemment... On va revenir à la question très Léandre. Vous avez dit qu'on ne va pas se faire peur, il ne faut pas craindre pour l'ouverture de la frontière. Non, l'ouverture de la frontière va se faire... Parce que l'atmosphère se tend encore davantage. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. L'atmosphère s'était tendue très fort, parce que dès que les dirigeants ont parlé, dès que le président du Bénin a parlé, dès que le président du Niger a parlé, les populations ont pris. Les acteurs politiques ont pris. Les médias qui voulaient... Très bien. Mais dès que, avec cette déclaration-là, quand on va en parler avec sobriété, les discussions sont déjà en cours. Mais moi, je pense que ces arguments sont un peu légers. Il n'y a pas péril à la demande. Non, il y a déjà l'ambassadeur du Bénin qui est au Niger, par exemple.
pour une telle déclaration, il va pas dormir sur ses lauriers. Il va faire un travail, il va faire des fiches, il va dire, mais pourquoi il va toucher, il peut demander, il est autorisé tant qu'il est là-bas, à demander une audience au président du Niger, à demander à rencontrer son homologue. Et voilà. Nous sommes à la fin de cette émission, Julien Kiti, nous sommes à la fin. Malheureusement, on est à la fin. 30 secondes pour nous souhaiter des vœux. On le peut, non? On va le faire également en début d'année. Je commence par Nicolas. D'accord. Non, je voudrais effectivement souhaiter mes vœux les meilleurs à tout le personnel de la radio Cotonou, qui est une radio à très forte audience à Cotonou et au-delà. Et bien de choses aussi au président de la République, meilleurs vœux à tout son gouvernement et meilleurs vœux de santé, de prospérité à tout le Bénin, à tous nos compatriotes. Que voulez-vous pour cette émission pour 2025? Je souhaite que, sincèrement, le temps qui est imparti à cette émission puisse connaître un rallongement, parce que parfois on a des choses à dire, mais qu'on arrive à cause du temps. Encore que mon vis-à-vis, mon grand frère Julien Kiti. Oui, si on lui laisse l'émission, il va la finir tout seul. Julien, oui, quand il a la parole, il a des difficultés à laisser la parole. Oui. Vos vœux, que voulez-vous pour Actuel Débat pour 2025? Bon, je comprends que votre vœu vous touche pour moi, c'est que je parle chaque fois 1 minute en prenant la parole. Bon, on verra bien. J'aviserai en 2025. Non, j'ai envie d'avoir une pensée pour quelqu'un, un confrère à nous, qui a mal fini cette année, qui se retrouve sur lit d'hôpital, Joël Yetonji, qui se retrouve à l'hôpital départemental de l'Ouémé. Mais toute ma pensée pour lui, et je sais que vous êtes avec moi. Il a le souffle, cher ami, bats-toi, n'arrête pas, le Seigneur fera le reste. Il y a des gens qui ont voulu finir cette année et qui aujourd'hui se trouvent sous terre. On va souhaiter paix éternelle à leurs âmes. Mais j'ai envie de dire à tous ceux qui écoutent cette émission, mais franchement, heureuse année à vous. Et surtout, c'est notre tradition aussi en fin d'année de dire tout ce que nous avons pu verser, tous ceux que nous avons pu déranger par nos critiques, par nos commentaires, qu'ils nous en excusent, ceux qui nous ont célébrés également. Moi, je suis très regardant sur les commentaires, j'en discute avec Job. Parfois, on ne fait pas de cadeaux, mais c'est aussi ça, l'exercice de la querelle des idées. On peut ne jamais être d'accord. Il m'arrive de voler dans les plumes de mon ami Nicolas et d'autres. Et je voudrais penser également à quelqu'un qui a commencé les rendez-vous de lundi avec nous, Alphonse Moïse Soudé. Merci beaucoup à tous ceux-là. Et je salue l'autre binôme également. On n'est pas là les jeudis, mais je m'impose toujours de suivre sur les réseaux sociaux ce qui se passe Christelle Amoussou et Arimi Choubadi. Mais à vous, Brice Bilaïchedi, j'ai envie de vous dire beaucoup plus de carburant psychologique pour gérer la tension entre de grandes gueules comme nous. Je sais que même avant l'émission, vous subissez beaucoup de stress. Quand à 10 minutes de l'émission, vous ne m'avez pas encore vu, je sais, vous ne voulez pas que je dévoile ça, mais je sais combien de fois votre tension, l'adrénaline monte à votre niveau. Mais nous devons prendre des engagements également. C'est de dire que à partir de 2025, c'est que nous ferons davantage pour plus de disponibilité, de promptitude pour être ici, et aussi d'analyse plus approfondie. Et puis aux techniciens, franchement. Non, vous aurez l'occasion de faire encore des vœux en début d'année, Julien Kiti. Non, on va continuer dans les coulisses. Merci, on va continuer. Et bonne année à la dame qui nous fait le joli sourire. Merci infiniment. Merci à Patrice Bédia et à Job Chikpe. Heureuse année à toute l'équipe de Actu et Débat. Heureuse année à vous, chers amis auditeurs. Rejoignez-nous encore plus nombreux sur Actu et Débat en 2025. Actu et Débat.